Tiers-livre, les ateliers d'écriture, c'est toujours avec un petit moment là où il faut laisser tout monter en soi pour que les écluses s'ouvrent quand on inaugure un nouveau cycle. Alors, un cycle de plus, moi je commence à pouvoir évoluer un petit peu autrement. On a une grande fresque avec des cycles qui sont presque de tout début, sans aucun préacquis. Un autre qui s'appelle Progression. Et puis ensuite, on peut aborder plus outils du roman, sur le développement d'idées narratives. Et puis on peut aller développer les lieux, les personnages. Et puis on peut interroger la structure même du livre. Et puis on peut travailler avec photographie, etc. C'est un rêve, vous me direz. Ouais, mais c'est un rêve qui maintenant... il a 30 ans de bouteille. Et là, c'est la 7e année qu'on fait ces ateliers en ligne. Ça veut dire en se basant comme ça sur une impro vidéo, une manière de réflexion là, en direct. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à chaque fois de reprendre de zéro, il s'agit d'aller travailler ensemble dans la dynamique collective sur un certain nombre, là, quelque chose de précis sur le thème, et que ça vous laisse la possibilité de travailler seul, mais tout en mettant en ligne sur le WordPress du site, là, ce qui vous permet d'articuler votre projet personnel. Et inversement, je crois que ça me permet à moi de me concentrer petit à petit sur des choses pas plus fines, mais en tout cas des petits univers de narration qui sont des finalités en elles seules, probablement pas, mais qui prennent leur sens en association avec la grande fresque qu'on est en train de construire. Alors, est-ce que vous savez, oui, probablement, puisque vous fréquentez cette chaîne et ces ateliers, qu'il existe un livre qui s'intitule tout simplement « Les gestes ». Vous ne le cherchez pas dans le commerce, mais il est bien sûr dans ce que je propose, un document d'appui. Pour moi, c'est un classique. Il s'agit de Wilhelm Flusser, et on en reparlera. Mais cette idée des gestes, qu'est-ce que c'est un geste ? Ben, c'est un mouvement. Et qu'est-ce que c'est un geste ? C'est le rapport entre soi-même comme sujet, ou tiens, je prends ça, j'ai pas besoin de dire je prends ça. Quelque chose s'établit de mon corps à l'or du corps. Et cette jonction-là, qui ne participe pas forcément d'une décision, mais qui par le simple fait même là, du geste, implique de se penser là dans l'action. Je prends ça parce que ça traîne ici. C'est quelque chose, il y a longtemps que j'ai envie de l'explorer en tant que tel. J'y repense encore plus fort ces jours-ci avec Nicholson Baker, la mezzanine. On y viendra vite. C'est quoi ? 140 pages sur un type qui, à la pause de midi, parce qu'il est allé acheter son sandwich, est immobile sur l'escalator qu'il refait passer du rez-de-chaussée à l'étage où il y a son bureau. Passionnant, n'est-il pas ? Vous allez voir. Alors une autre contrainte que j'avais avant de lancer cette petite série, appelons-la série plutôt que cycle. Là, on vient de passer une dizaine de semaines à partir de 2 livres, pour moi tellement importants. Enfance berlinoise de Walter Benjamin et Enfance de Nathalie Sarraute. Et je voulais surtout que ce qu'on entame maintenant soit en continuité. C'est-à-dire que ça ne vous contraigne pas à avoir fait le cycle enfance là pour démarrer cette série. Au contraire, chaque fois, on redonne un petit coup de gong, on se retrouve une autre communauté d'écriveurs, chacun a ses rythmes, chacun... On est sur le projet personnel, on revient à se prendre un petit coup de collectif, tout ça. On commence maintenant à savoir comment utiliser chacun à son profit propre et égoïste, cette machine. Donc cette série, elle va être en continuité. C'est-à-dire que si vous êtes encore dans ces textes, Nathalie Sarraute, Walter Benjamin, Enfance, eh bien, vous allez pouvoir le prolonger. Mais ça va s'articuler aussi avec un autre cycle que j'avais intitulé « De l'autobiographie comme fiction », où c'est pas soi-même qu'on cherche à dévoiler ou déballer, mais se servir de soi-même comme champ perceptif, champ mémoriel, pour
fabriquer des mondes. Et cette fabrication de mondes, appelons-la roman. Alors là, dans cette coupe là, de 3 semaines de vacances de Noël, il y a toujours besoin là, de faire marche arrière à l'intérieur de soi-même. C'est un drôle d'exercice proposé, ça, ce genre de série construite. Et moi, j'avais cet emblème qui était là. Geste, 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 geste. Et puis, Annie Ernaux. Et en le rouvrant, un texte bref, un texte écrit en 1996, publié en 1999, texte qui fait à peine 50 pages là, dans le quarto, dont je maintiens qu'il est un sacré outil de travail. C'est toujours disponible aussi, prix Nobel oblige, en folio. Le folio, il fait 144 pages. Vous voyez, ça vous donne bien cette échelle de la concentration et du bref. Et le premier critère de ce texte, les armoires vides, 1974, la place, je ne sais plus. Mais donc Annie Ernaux a déjà 20 ans d'écriture derrière elle. J'aurais jamais pensé qu'un jour je m'en serve en atelier d'écriture. C'est des choses qui sont... C'est pas qu'elles sont explosives en soi, c'est qu'elles sont tellement liées au secret ou à la figure la plus centrale de l'auteur, se cherchant lui-même ou elle-même, qu'on n'imagine pas s'en servir du dehors. Bonjour, frappe à la porte. Bonjour, je viens prendre votre page, là, elle est super belle. On va se faire un petit exercice. Non, ça marche pas. Et si je prends la toute dernière page, donc le livre s'appelle La honte. Alors vous pensez comme c'est, vous voyez, proposé là où vous êtes, là, dans un atelier d'écriture, on va appeler ça La honte. Encore que, tiens, mais moi c'est plutôt dans les carnets que je fais ça. Liste de tes propres hontes, retour sur tes propres hontes. C'était quoi pour toi la honte? Mais hop, on écarte. On n'est plus dans enfance. On n'est pas dans autobiographie, on est dans geste. Alors cette dernière page d'Annie Ernaux, j'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler. Tu vois, c'est cette phrase qui résonne. Si elle, l'expérience d'écriture de ces 50 pages quarto, La honte en 1996, l'ont mise dans ce tel endroit qu'il lui était impossible, rétrospectivement, d'en parler. De quel droit, nous, on vient là et on parle. Qui rendent le regard d'autrui insoutenable, mais quelle honte pourrait m'apporter l'écriture d'un livre qui soit à la hauteur de ce que j'ai éprouvé dans ma 12e année. Donc, effectivement, le lien avec l'enfance, là, il est direct. On va se saisir d'une toute petite porte. Et une porte qui, elle, au contraire, sera de lumière, d'équilibre, et ne sera pas dirigée sur soi, mais sera ce même travail de soi comme entité sensorielle, perceptive, qui va faire émerger un monde. Et la question de l'enfance est tout à fait secondaire. On va jouer à sauter dans le temps. Mais sauter dans le temps, c'est pas sauter dans l'enfance, c'est vous qui réglerez votre curseur. L'été 96 s'achève quand j'ai commencé de penser à ce texte, etc. Elle parle de Sarajevo. Dans les mois où j'ai écrit ce livre, j'étais tout de suite alerté par les faits quels qu'ils soient, sortis d'un film, d'un livre, mort d'un artiste, etc., dont on signalait qu'il s'était passé, pour elle, en 1952. Moi, je suis né en 1953, je vous dis, régler ce curseur, c'est-à-dire, on se focalise sur une époque, ça peut être l'an dernier, ça peut être, comme on le fait en ce moment parallèlement, sur revenir à 3 ans d'écart exactement sur les confinements. Ça peut être sur revenir sur telle année de sa vie étudiante ou telle année comme ça d'un franchissement social. Mai 81, l'élection de Mitterrand, tout à l'heure, j'étais là-dessus à propos de toute autre chose. Mais Annie Ernaux, elle, c'est 1952, c'est l'année de ses 12 ans. Là, pour nous, s'arrêtera
le rapport avec l'enjeu de ce livre extrêmement, évidemment, tendu, puissant, comprimé. Et dans le quarto, c'est comme une espèce de fonction, il y a les armoires vides, qui sont comme une sorte d'exposé, d'ouvrir l'espace. Ouvrir l'espace, mais par ces lieux clos que sont les armoires. Et ensuite, l'événement, la femme gelée. La place, c'est 1983. Donc, et vous voyez donc l'importance de cette construction du quarto. On commence avec un livre de 1974. Et en deuxième position, on vous place La honte, 1996. Et puis ensuite, on reprend le fil. Et La place, livre majeur d'Annie Ernaux, 1983, il est juste là, pile un petit peu avant la moitié de l'ouvrage, jusqu'à ce livre, j'allais dire ultime simplement dans sa position, qui fait du quarto, Écrire la vie, un parcours général, qui s'appelle Les années. Et donc, on n'a pas affaire à une compilation chronologique d'Annie Ernaux, mais bien de la fabrication d'un théâtre, et ce théâtre est romanesque. Y compris, par exemple, si je prends la toute première épigraphe, c'est-à-dire quand on ouvre La honte, épigraphe, le langage n'est pas la vérité. Il est notre manière d'exister dans l'univers. C'est tellement infiniment profond que quand elle dit ensuite que c'est Paul Auster, l'invention de la solitude, tu te dis « Oh, c'est pas vrai, Ernaux, elle a dû l'inventer, cette phrase qu'elle attribue à Paul Auster. » Eh bien non. Je laisse la partie, justement, maintenant on quitte la question autobiographique. Quand je vous parlais de lumière, c'est un petit moment de 2 pages qu'il y a ici. Donc on est là au premier tiers, là où on a fait justement ce premier exposé. Et l'étrangeté narrative, en tout cas, ce qui pour moi m'apparaît comme étant le fait que ce miracle de page, ça veut pas dire, et c'est pas pour dire que le reste n'a pas la même teneur, c'est pour dire ce qui nous permet, nous, là, d'entrer dans l'univers d'Annie Ernaux, de nous saisir d'un point précis de narration, de syntaxe, et de s'en saisir nous-mêmes comme champ d'écriture, comme un champ chirurgical. On laisse tomber tout le reste, on fixe tous les paramètres, et il y a juste là cette toute petite zone dont on va se saisir pour écrire. Ce qui est très étrange pour moi, le mot étrange convient probablement pas, c'est que là, avant, on a un tout petit blanc, c'est-à-dire séquence du livre. Quand nous revenons d'Anville, alors les 2 villes qui comptent dans cet univers, elle le dit explicitement un tout petit peu avant, c'est Rouen et Le Havre, les 2 grandes villes de par chez nous. Le Havre et Rouen suscitent moins d'appréhension. Elles font partie du langage et de toute mémoire familiale, de l'ordinaire, de la conversation. Beaucoup d'ouvriers y travaillent, partant le matin, revenant le soir par la Micheline. Et la Micheline, là où elle s'arrête, eh bien, par contre, c'est pas nommé, c'est Y. Alors pour nous, il n'y a aucun mystère. Y, c'est Yvetot. Salut mon copain Pierre Marteau. Et ce Y, par contre, là, justement, enlever le nom fait que, par rapport aux 2 phares que sont Le Havre et Rouen, là, on va entrer dans cette fabrication de monde qui n'est plus « je parle de la ville d'Yvetot », mais qui est « j'installe un monde littéraire », lui attribue la lettre Y pour en trouver son lieu sur Terre. Au départ, cette question de lieu, pour moi, primait sur celle de geste dans l'idée d'ouvrir ce nouveau cycle. Quand nous revenons d'Anville, je ne sais pas si c'est Le Havre ou c'est Rouen, mais en tout cas, ce qui est très bizarre, c'est que là, alors qu'on a ouvert déjà ce texte bref, le fait d'y revenir fait que on va ouvrir la possibilité d'en parler en tant que lieu et d'époque dans ce moment précis qui est celui de la scène narrative du livre, c'est-à-dire l'année de ses 12 ans. Mais quand nous revenons d'Anville, la coupure qui fait que je dis que je reviens écarte provisoirement la scène qui donne son titre, La honte, et si vous connaissez Annie Ernaux, vous savez que c'est du lourd. Et précisément là, pour moi, c'est fait
la transition, les gestes. Elle commence ce passage par les gestes. Les gestes quotidiens qui distinguent les femmes et les hommes. Alors, les gestes, donc ça y est, on est dans notre thème. Quotidien, ça c'est tout un autre truc, c'est-à-dire ce qui est un habitus, si c'est au quotidien, c'est-à-dire que ça surgit là, ou en tout cas que ça émane de la part sociale qui nous environne, de cette complexité-là, Yvetot comme lieu, puisque j'hésitais là sur cette question de ville, de lieu. Et puis, immédiatement, là, ce qui est la fouille archéologique propre à Annie Ernaux, les gestes quotidiens, à position, qui distinguent les femmes et les hommes. Et là, tout d'un coup, en ouvrant cette dissymétrie, ce qu'on ouvre, c'est ce principe de domination, soit de l'histoire, soit du roman, ou de l'histoire du roman, en tant qu'écrit par les hommes. C'est pas simplement écrit par les hommes, il y a toujours eu l'autre, mais que quand on constitue l'histoire du roman comme histoire, ce qu'on reconstruit, c'est cette domination masculine principale, et qui fait que on écarte une bonne partie, les Hélène Bessette et tous les autres, pour ne garder que ce consensus. Et de ce point de vue-là, l'œuvre d'Ernaux et son prix Nobel sont parfaitement significatifs. On comprend parfaitement les résistances. Alors, on y va. Les gestes quotidiens qui distinguent les femmes et les hommes. 2 points. Alors ensuite, c'est une sorte de liste. La liste se distingue, donc je vous mets bien évidemment le petit extrait. Ne partez pas en écriture avant d'être resté un peu là, graphiquement, visuellement sur l'extrait ou sur le folio ou le quarto si vous l'avez, mais il n'y a pas de tiré. Il n'y a pas de, on part sur un principe de liste, mais on ne va pas faire tirer, approcher le fer à repasser, tirer, cracher dans tes mains avant de saisir la pelle. Non, non, si tu fais ça, tu indiques que le texte est une liste. Si tu supprimes tout signe diacritique, par exemple tiret ou point ou ce que vous voulez, et simplement vous laissez juste avec une minuscule au lieu de la majuscule. Les gestes quotidiens qui distinguent les femmes et les hommes, 2 points à la ligne minuscule, approchez le fer à repasser près de la joue pour en vérifier la chaleur. Tenez, ceci est un fer à repasser, imaginez, c'est mes micros HF. Approcher de la joue pour en sentir la chaleur. Si tu l'appliques, ça brûle. Donc c'est l'approcher tout en sachant que tu ne rejoindras pas. Mais l'approcher en vérifiant que la chaleur, puisque c'était résistance en 52, c'est déjà des fers électriques. Ah ouais, à l'époque même c'est du 110 volts, tu comprends. Donc ça met longtemps à chauffer. Et puis peut-être tu as la mouillette pour balancer un petit peu quelques gouttes d'eau là, dessus, mais c'est pas des fers à vapeur, et c'est pas la Philips, etc. Mais est-ce que ça est assez chaud là, puisque tu l'as laissé 5-6 minutes, tu l'approches là de geste. On a déplié un geste. Et écrire le geste, c'est quoi la complexité? Tu prends le fer à repasser? Non, c'est approcher le fer à repasser de sa joue, le corps, pour, sans jamais rejoindre la peau, savoir s'il est assez chaud. C'est-à-dire que le geste devient le centre de gravité, devient le tableau même, devient le contenu même de l'avancée écrite. On n'avance pas en disant « elle prend le fer à repasser et commence ». Non, c'est le geste qui, lui, en tant que tel, sans explication, sans lien, devient le contenu, la matière, au sens du peintre, de la narration. Se mettre à 4 pattes pour frotter le sol aux jambes écartées en cueillant le manger à lapin, sentir ses bas et sa culotte le soir. Non, les 3 sont dans le même paragraphe. Cracher dans ses mains avant de saisir la pelle, coincer une cigarette en attente derrière l'oreille. Et vous voyez toute la mémoire qui peut surgir là. S'asseoir à califourchon sur la chaise. Ça change quelque chose, je ne peux pas le faire avec mon fauteuil qui tourne, il y a les accoudoirs. Claquer son couteau et le ranger dans la poche.
Ah ouais, les bons hommes, ils avaient tous un couteau dans la poche à l'époque. Les formules de politesse, là on change, et donc on est parti sur les gestes. Alors les formules de politesse, au plaisir, asseyez-vous, vous ne paierez pas plus cher. Les phrases qui unissent mystérieusement le corps à l'avenir, au reste du monde. J'ai l'oreille gauche qui siffle, on dit du bien de moi, et naturellement à la nature. Mon corps me fait mal, il va pleuvoir. Les menaces affectueuses ou sévères aux enfants. Je vais te couper les oreilles, descends de là, tu vas prendre une calotte. Les railleries qui écartent les manifestations de tendresse. Porte ta jeunesse, la mienne se passe. Et ensuite, ce paragraphe, qui, pour moi, là, on a quitté les gestes, mais je pense que ça peut être, pour nous, le point de départ. C'est-à-dire que je voudrais que vous vous saisissiez là, du paragraphe qui va venir, qui porte sur la couleur. C'est-à-dire les perceptions de couleur qui restent quand la totalité du monde ignore la couleur. C'est bon pour les vêtements, bien sûr, les magazines, les journaux. Évidemment, la question de la télévision ne se pose même pas. Je pense que dans les familles comme celle de Ernaud, moi c'était en combien ? En 63-64, la télévision, 10 ans plus tard. Et la télécouleur en 1969. Donc la perception du monde à distance se fait par des images en noir et blanc. Quant aux habits, sont des fonctions, les veuves en noir, les hommes en gris, les complets marrons. Eh bien, tout d'un coup, c'est la couleur qui devient le marqueur du saut temporel. Et ça, peut-être que nous, c'est ça dont on peut se saisir. C'est-à-dire, c'est pas la question de, 1952, j'ai 12 ans. On quitte le cycle enfance. Et vous pouvez commencer là, cette série indépendamment de tous vos parcours préalables là, dans les 200 et quelques ateliers tiers-livres qui sont en ligne. À vous d'installer là où sera votre curseur, le lieu, l'année. Et maintenant, quand on se déporte avec ce curseur en ce lieu, en ce temps, et si on commençait par les couleurs ? Alors pour Ernaud, voilà ce que ça donne. À cause de la couleur de... ça, je pense que vous pouvez le reprendre. À cause de la couleur de... À cause de la couleur de, c'est quoi ? Dans la ville dont vous parlez ? Dans l'époque précise, le temps précis dont vous parlez. À cause de la couleur de... commencez votre texte par « à cause de la couleur de ». Il suffit juste, mentalement, que vous sachiez, avant d'écrire « à cause de la couleur de », où et quand vous l'emmenez. À cause de la couleur de poussière des démolitions et des reconstructions d'après-guerre, des films et des livres de classe en noir et blanc, des Canadiennes et des pardessus foncés. Je vois le monde de 52 uniformément gris comme les anciens pays de l'Est. Mais, à cause de la couleur de, trois lignes, mais, empruntons-le à Annie Ernaux, en tout bien tout honneur, son à cause de, mais il y avait des roses, des clématites, des glycines débordant des grillages du quartier, des robes bleues imprimées de rouge comme celles de ma mère. Et puis ensuite, le café familial. Les murs du café étaient tapissés d'un papier à fleurs roses. Il y a du soleil le dimanche de la Seine. Voilà. Et là, elle revient au fil ordinaire. Elle reprend, après, c'est le contexte. Alors, il y a les bruits, dont les bruits isolés liés à des gestes. C'est-à-dire, le mot geste revient. Et si vous commencez par la couleur, elle va de la couleur au bruit. Et c'est en passant de la couleur au bruit qu'elle retrouve les gestes. Est-ce que nous, on n'a pas quelque chose à faire, là ? Prenez votre temps. On a une semaine. Dans les bruits isolés, c'est-à-dire le bruit en général, mais si tu isoles un bruit et un autre, eh bien, à ce moment-là, tu vas trouver des gestes et des activités connues de tous.
dont les bruits isolés liés à des gestes ou des activités connues de tous disent l'heure, la saison, l'angélus de l'hospice sonnant le lever et le coucher des vieux, la sirène de l'usine textile, les voitures le jour du marché, les aboiements des chiens et le tapement sourd de la bêche sur la terre au printemps. La semaine s'égrène en jour de, défini par des usages collectifs et familiaux, des émissions de radio. Lundi, jour mort, des restes et du pain de la veille, du crochet radiophonique sur Radio Luxembourg. Mardi, de la lessive et de Reine d'un jour. Mercredi, du marché et de l'affiche du prochain film au cinéma Le Roi, qui tout double. Jeudi, congé. À cette époque-là, ouais, l'école, c'était pas le jeudi. Parution de Lisette. Vendredi, du poisson, samedi, du ménage en grand, du lavage de tête, dimanche, jour de la messe, rite majeur, ordonnançant les autres. C'est-à-dire, vous voyez, quand juste là, une double page du quarto, combien tout d'un coup, on a respiré. Elle a ouvert en grand les rideaux, elle ouvre le contexte, Yvetot, 1952, et ce qu'elle a dénoué de façon tragique, elle va pouvoir le reprendre. Les conversations ensuite, etc. Voilà pour moi. Alors si je résume, donc cette double page-là d'Annie Ernaux, La honte, 1996, vous la mettez devant les yeux et on va reprendre en sens inverse. Les gestes, on va y arriver dès la semaine prochaine, probablement avec Mezzanine de Nicholson Baker. Bien sûr, Wilhelm Flusser, on va très vite arriver à la surprise ou au côté totalement incroyable de ce livre. Donc on ne se presse pas pour ouvrir les gestes, mais c'est les gestes et les usages. Donc elle, là, il y a cette ouverture majeure, les gestes quotidiens qui distinguent les femmes et les hommes. Approcher le fer à repasser près de la joue, se mettre à quatre pattes pour frotter le sol, cracher dans ses mains avant de saisir la pelle. Les formules de politesse, allez au plaisir, asseyez-vous, vous ne paierez pas plus cher. Et puis, la semaine s'égrène en jour défini par des usages collectifs. Donc vous voyez la notion, le mot usage est présent en même titre que geste. Et puis pour chercher les gestes dont les bruits isolés liés à des gestes ou des activités, le contexte sonore va nous servir. Et puis là, pour moi, c'est ce qui va nous servir à ouvrir la série. À cause de la couleur. Et vous allez écrire tout simplement, humblement, à cause de la couleur. Et si vous écrivez ça déjà, à cause de la couleur, il faudra bien que vous trouviez quoi mettre après. Donc commencez par écrire la formule, et c'est elle, merci Annie Ernaux, qui va nous autoriser la suite. Et puis à cause de la couleur, allez-y. Et puis ça y est, vous êtes au bout là, du... Mais il y avait des roses, des clématites, etc. à cause de la couleur de... Mais... Et là, on est bon. Allez, à la semaine prochaine pour la suite.